Bon, mais merci à tous d'avoir bravé la nuit et le froid pour cette quatrième séance qui va se poursuivre. Que j'avais esquissé lors de la dernière séance une présentation de la pensée de Georg Simmel, sociologue et philosophe allemand qui s'intéressait à beaucoup d'objets et de thématiques modernes, et en particulier le paysage. J'avais essayé d'expliquer ce que lui-même appelait la tragédie de la culture, c'est-à-dire le fait qu'il y avait une sorte d'écart, selon lui de plus en plus grand, lors des temps modernes, entre la production matérielle, décuplée par la civilisation industrielle, et la capacité pour les hommes d'intégrer, d'incorporer et de s'assimiler intellectuellement et affectivement cette énorme production matérielle. Et selon Simmel, cet écart, au fond, entre les objets qui deviennent beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus nombreux, qui se renouvellent de manière de plus en plus vite à l'âge moderne, et les capacités corporelles et psychiques de l'homme qui sont relativement les mêmes, crée une sorte de distance impossible à réduire entre, au fond, la production objective, matérielle, de la culture, et l'incorporation de cette production dans ce que nous, on appellerait justement la culture, à savoir l'assimilation personnelle, hein, où c'est pas simplement l'usage, mais c'est où l'homme, au fond, s'approprie son environnement. Cet écart grandissant que Simmel voit naître avec la modernité, et essentiellement avec la modernité industrielle, a plusieurs conséquences. L'une des premières conséquences, qui est d'ailleurs encore celle que traite Hartmut Rosa, dont j'ai parlé lors de la première séance, qui est donc ce sociologue allemand qui a écrit 2 livres majeurs de ces dernières années, un qui s'appelle Accélération et l'autre qui s'appelle Résonance. Cette conséquence donc, que voit Simmel dans la modernité, c'est le sentiment de dépossession. C'est-à-dire que les individus, au fond, ont le sentiment d'être dépossédés de cette immense culture matérielle qui se produit autour d'eux, hein, et qui plus est dans ce renouvellement permanent, et l'incapacité qui est la leur d'intégrer cette culture. Et donc, ils ne se reconnaissent plus dans le monde matériel dans lequel ils sont. Les Allemands diraient, au fond, si on appelle le monde matériel la civilisation, c'est-à-dire l'ensemble des techniques, des sciences, des objets, des marchandises, des produits, etc., et la culture, c'est-à-dire l'intégration personnelle, le fait que on s'approprie, au fond, les objets. Donc, le problème de la modernité serait justement cet écart entre civilisation et culture. Il y aurait une tension entre civilisation et culture. Plus la civilisation se développe, moins la culture se développe, puisque l'homme ne peut plus intégrer, s'approprier cette immense production d'objets, d'outils, de machines, d'informations ou autres. Ce qui a pour conséquence, pour Simmel, différentes choses. D'abord, la spécialisation des objets. Au fond, cette production d'objets va se spécialiser, hein, en sphères particulières. Autant le monde prémoderne était un monde beaucoup moins spécialisé, mais le monde moderne, en raison de cette production immense et perpétuelle d'objets, implique une complexité de ce monde d'objets. Hein, donc, monde technique, monde scientifique, monde économique, monde culturel, monde religieux, monde artistique, etc. Simmel voit, et c'est l'un des premiers, parce que c'est un thème qui est depuis dans la sociologie de la modernité assez développé, il voit donc la constitution de sphères autonomes. Hein. L'une des grandes caractéristiques de la modernité, c'est l'autonomie de ces sphères, alors que dans les âges prémodernes, il y avait bien évidemment des classes, hein, au moins 3, hein, l'aristocratie, le clergé, et puis le reste, hein, la révolution on appelait le tiers-état, c'est-à-dire les bourgeois, les paysans, etc. Donc bien évidemment, la société prémoderne était une société de classe, hein, tripartite, mais les sphères étaient beaucoup moins spécialisées. Alors il y avait quelques corporations de techniciens, d'artisans, etc. Mais finalement, un homme pouvait à peu près parler de tout. Et d'ailleurs, c'est l'idéal du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est l'honnête homme, c'est celui qui est capable de parler d'art, de technique, de religion, de théologie, etc. Parce que les sphères ne sont pas encore hyper spécialisées.
avec la modernité et l'hyper-spécialisation, au fond, tout le monde est obligé de devenir un expert de sa sphère et devient, au fond, étranger aux autres sphères. Donc ce décalage que décrit Simmel, qu'il appelle tragédie de la culture, qui est au fond la distance entre la civilisation et la culture personnelle, est d'une certaine manière un peu compensé par la spécialisation, mais par une spécialisation qui ne vaut que dans une sphère particulière, c'est-à-dire pour celui qui est expert de son domaine. Par exemple, un intellectuel philosophe, un technicien qui travaille dans son domaine, un scientifique qui est spécialiste de chimie, etc. Et même d'ailleurs, même dans ces sphères-là, souvent il y a des hyper-spécialisations, de sorte que même dans un domaine qui serait par exemple la science chimique, tous n'arriveraient pas même plus à se comprendre. Donc en fait, la spécialisation est une réponse à la tragédie de la culture, mais une réponse incomplète, puisqu'elle n'arrive pas à réconcilier l'homme et son environnement technique. Elle le réconcilie que dans sa sphère d'expertise, mais pas pour toutes les autres sphères, où il a encore ce sentiment d'être étranger à son monde, puisqu'il ne le maîtrise plus. La deuxième caractéristique que note Simmel, c'est l'attitude justement du blasé, ce qu'il appelle le blasé. Puisque tout cela ne me concerne pas, j'en deviens indifférent à ce qui m'est indifférent. Comme je ne peux plus me l'approprier, comme je ne peux plus l'incorporer dans ma culture, au fond, j'adopte une attitude d'indifférence, ce que Simmel appelle le blasé, et pour lui, c'est l'une des caractéristiques même du mode de vie moderne urbain. L'homme urbain, sa grande caractéristique, c'est justement d'apparaître blasé, c'est-à-dire de se blinder, on dirait de manière populaire, de se créer une carapace d'indifférence par rapport à l'hyper-sollicitation du monde moderne et le fait qu'il sait qu'il ne peut pas tout intégrer et tout incorporer. Parce que comme, vous voyez, face à l'immense production, le premier choix, c'est la sélection. Je ne choisis qu'un domaine d'objet, c'est le spécialiste ou le collectionneur, qui lui choisit son domaine, s'incorpore ce domaine, et donc devient un spécialiste de ce domaine, mais tout le reste lui est étranger. Soit la deuxième solution, c'est de vouloir tout incorporer, mais ça c'est impossible. C'est un peu l'autodidacte dans La nausée de Sartre qui commence à lire l'encyclopédie à la lettre A, etc. Et puis bon, à la fin du roman, il n'a toujours pas dépassé la lettre A, mais c'est impossible de s'incorporer tout le savoir. Et puis la troisième attitude, donc qui n'est ni celle du spécialiste, ni celle au fond de l'homme qui serait absorbé par le monde tel qu'il va et tel qu'il est, c'est au fond celui qui va être blasé. C'est-à-dire qui va refuser, au fond, la culture, le philistin moderne, comme dit Nietzsche dans un de ses premiers textes, c'est une des premières considérations intempestives sur David Strauss, qui s'appelle le philistin de la culture, c'est-à-dire l'homme qui, face à ce déferlement perpétuel d'offres culturelles, d'offres techniques, d'offres scientifiques, etc., les refuse, et au fond devient une sorte d'inculte volontaire. Il est alphabétisé, mais comme il ne veut pas se perdre dans ce flux-là, au fond, il refuse d'adhérer à ce flux, et c'est ça un peu le blasé, donc il a une sorte d'attitude affective, comme ça, d'indifférence. Alors pourquoi je fais ce topo ? Parce que on va comprendre la naissance du paysage. Simmel, il est mort en 1918. Alors sa date de naissance, ça je... Voilà, 1858. Oui. Donc il est vraiment contemporain de Max Weber, et c'est l'un des deux pères de la sociologie allemande avec Weber. Un titre qu'on peut lire. La tragédie de la culture, je voulais même amener. Voilà. Là, c'est des recueils d'articles très lisibles. Sinon, chez Payot, vous avez 2 volumes d'un livre plus grand qui s'appelle La philosophie de la modernité, où il y a aussi, c'est toujours des articles un peu... Alors pourquoi je fais ce lien entre le paysage et la tragédie de la culture ? Parce que justement, Simmel va montrer que la culture moderne du paysage, ou pour dire pré-moderne, enfin, toujours la difficulté de savoir où on place le curseur de la modernité, mais si le paysage se développe au XVIe siècle, il est contemporain de la révolution moderne des sciences, etc. Pour Simmel, justement, le paysage est aussi une tentative de réconcilier l'homme et son environnement. Le paysage, au fond, face à cet écart et à ce sentiment d'écart entre l'homme et son monde, où ce monde se transforme très vite, se transforme de manière technique et se transforme par la création d'objets sans cesse nouveaux, sans cesse complexes,
et qui se renouvelle avec une vitesse folle, le paysage va être une sorte de tentative personnelle d'une stabilisation, hein, d'une sorte d'accord, de réconciliation, de concordance avec un monde qui nous devient étranger. Et c'est d'ailleurs typiquement toute la thématique que développe Rosa, hein, dans son dernier livre, qui s'appelle Résonance. Ce qu'il appelle au fond la tentative d'une nouvelle résonance. Et Rosa identifie des pratiques contemporaines, spirituelles, culturelles, etc., de recherche de résonance avec ce monde qui devient de plus en plus étranger, aliénant, on dirait, dans un vocabulaire marxiste, parce qu'il devient étranger, parce que je ne suis plus capable de me l'approprier, étant donné les raisons que Simmel a indiquées. Donc le paysage serait vu comme, au fond, un produit typique de la pensée moderne et de la sensibilité moderne, qui sentirait déjà, dès le XVIe, XVIIe siècle, cet écart entre un monde technique qui nous échappe et l'homme qui veut se réapproprier son environnement. Et le paysage, au fond, serait une réconciliation esthétique, mais on va le voir, illusoire, hein, comme je l'avais déjà indiqué dans l'introduction du cours, où, me semblait-il, la culture du paysage ou l'esthétique du paysage est toujours, au fond, la volonté de renouer les liens entre l'homme et le monde, mais au fond, cette tentative ne peut qu'échouer. Alors je vais rentrer dans le texte même de Simmel. C'est un texte très court, ça s'appelle Philosophie du paysage. Donc c'est un des derniers textes du volume La tragédie de la culture. Et toujours avec son caractère laconique et très dense, Simmel dit des choses qui me semblent très intéressantes, voire fondamentales. La première idée que l'on a déjà rencontrée, c'est qu'au fond, il n'y a pas de paysage naturel. C'est-à-dire que dans la nature, il n'y a pas de paysage. Le paysage implique une attitude de l'homme par rapport à la nature qui n'est pas l'attitude qu'il pourrait avoir dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, l'homme peut avoir un rapport à la nature qui est un rapport d'utilisation, hein, le plus souvent, c'est-à-dire il va transformer la nature en vue d'obtenir un gain pour lui, direct ou indirect, c'est-à-dire il va travailler la nature, il va la transformer en vue de sa propre préservation. Mais cette attitude-là, l'attitude pratique de l'utilité, ne peut pas être à l'origine même de l'attitude du paysage. L'attitude, on peut dire paysagère, hein, va impliquer une suspension de l'attitude pratique. C'est-à-dire, pour que l'homme accède à, au fond, un rapport à ce qui l'entoure sous l'aspect du paysage, il doit suspendre d'abord l'attitude pratique qu'il a avec ce paysage. Et comme, bien évidemment, au départ, le paysage est plutôt un paysage campagnard, bien évidemment, celui qui devrait suspendre cette attitude, c'est le paysan, hein, parce que c'est lui qui vit dans ce paysage, sauf que pour lui, bien évidemment, ce qui l'entoure n'est pas le paysage. Hein, c'est son environnement pratique, géographique, culturel, historique, tout ce que l'on veut, mais ce n'est pas son paysage. Alors c'est ce que dit Simmel dans la première citation que je vous ai donnée, donc la citation 1. « Si je ne me trompe, on s'est rarement avisé qu'il n'y a pas encore de paysage quand toutes sortes de choses se trouvent juxtaposées sur un morceau de sol terrestre et naïvement regardées. Quant au curieux processus de caractère spirituel qui, avec tout cela, engendre le paysage, je vais tenter maintenant de l'interpréter à partir d'un certain nombre de ses préalables et de ses formes. » Donc, pour qu'il y ait paysage, il ne suffit pas qu'il y ait des choses juxtaposées dans un lieu. Il faut quelque chose de plus qu'un simple morceau de sol. Souvent, vous allez voir dans le texte, Simmel appelle ça un morceau de sol. Donc le paysage n'est pas qu'une unité d'espace et de temps particulière que l'on pourrait nommer paysage. Il faut quelque chose de plus que cette simple juxtaposition. En fait, on va voir ce quelque chose de plus, c'est l'unité. C'est-à-dire, il faut quelque chose qui unifie ces choses-là à un moment donné dans un lieu particulier. Or, cette unité, dit Simmel, elle n'est jamais dans la nature. C'est-à-dire que le paysage ne peut être qu'un paysage culturel, bien évidemment, lié à un langage, lié à une histoire picturale, mais il est surtout un acte spirituel.
ou un caractère spirituel, comme il dit dans la citation. C'est-à-dire que le paysage implique un état d'esprit, c'est-à-dire un acte de l'esprit qui va extraire de la nature un ensemble de choses et qui va les unifier comme paysage. Donc ce n'est pas un simple regard naïf, c'est-à-dire il ne suffit pas de regarder ce qu'il y a autour de soi pour qu'il y ait paysage. Alors bien évidemment, la difficulté, c'est que nous-mêmes, depuis 2-3 siècles, et notamment en raison de la production industrielle des images, nous avons une culture du paysage. Voilà. C'est-à-dire que nous voyons des paysages, notamment les paysages qui nous entourent, mais aussi nous consommons du paysage par des tableaux, par des images. Je dirais que même avec des applications comme Instagram, etc., cette culture du paysage s'est accrue. Mais auparavant, je me rappelle quand j'étais étudiant au quartier latin, il y avait toujours des boutiques avec plein de cartes postales, de dessins, d'images, etc., très bon marché, avec des stocks d'œuvres, etc. Et donc, on était déjà dans cette culture du paysage. Et même au XIXe siècle, il y avait déjà une production d'images paysagères assez importante, due à la photographie, due à des livres bon marché, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, nous-mêmes, nous avons tellement vu de paysages, nous avons tellement intégré ces visions de paysages, que lorsque nous regardons notre environnement, nous avons tendance, comme le dit Alain Roger, à l'artialiser, c'est-à-dire à projeter sur notre environnement des schémas artistiques que nous avons déjà vus. Et c'est pourquoi d'ailleurs, même des environnements que nous n'avons jamais vus réellement, mais dont nous avons vu des reproductions artistiques, par exemple des paysages du sud-ouest américain, des westerns, etc., lorsque nous allons dans ces lieux-là, bien évidemment, nous reconnaissons ce que nous n'avons jamais vu, parce que nous reconnaissons l'adéquation entre cet environnement et tous les schémas ou toutes les images que notre mémoire a intégrées, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a plus vraiment de regard naïf. C'est-à-dire, on ne peut plus regarder ce qui nous entoure de manière naïve, étant donné que nous avons une culture de l'image et une culture du paysage qui fait que, spontanément, nous interprétons ce que nous voyons en fonction déjà de schémas esthétiques, du beau, du sublime, du pittoresque, du ridicule, du kitsch, tout ce que l'on veut, mais déjà nous catégorisons notre environnement par des schémas spirituels. Ce qui est sûr, c'est que pour qu'il y ait paysage, il faut qu'il y ait un acte de l'esprit, dit Simmel, et cet acte, son premier rôle, c'est de détacher. Son premier but, le paysage, c'est d'abord un découpage. C'est-à-dire, pour qu'il y ait paysage, jamais tout ce qui vous entoure ne peut faire paysage. Le monde ne peut pas faire un paysage. Le paysage implique une délimitation. On pourrait dire que nous sommes ouverts au monde, même visuellement, par nos sens, par notre corps, au fond, l'ensemble du monde est autour de nous, un monde d'ailleurs qui n'a pas de limite définie, mais ça, ce n'est pas le paysage. Pour qu'il y ait paysage, il faut que tout ce qui nous entoure, alors dans son texte, Simmel dit nature, tout ce qui nous entoure et qui est d'une certaine manière infini, et qui n'a pas de limite fixe, parce que même l'horizon, j'en avais parlé, n'est pas véritablement une limite, au fond, cette illimité qui nous entoure ne peut pas faire un paysage. Pour qu'il y ait paysage, nous devons découper dans cette nature une partie. Et ce découpage, au fond, c'est l'homme qui le fait. Et qui, d'ailleurs, pour Simmel, le fait surtout par son regard. Après, on pourrait discuter, parce qu'au fond, déjà, les hommes, en aménageant leur territoire, ont déjà sélectionné, découpé, etc. Je veux dire, le paysage est d'abord géographique avant d'être purement pictural. Mais le paysage va donc être la constitution d'une sphère autonome. Vous voyez, on retrouve l'obsession de Simmel pour l'autonomie, c'est-à-dire de l'immensité qui l'entoure, l'homme va extraire une unité spatio-temporelle, un lieu, ou un lieu plus ou moins vaste, et va le constituer en paysage comme une sorte d'autonomie. Et le paysage n'existe que s'il est une unité et une totalité. Il n'y a pas de paysage s'il n'y a pas cette tentative de totalisation. Alors après, on pourra discuter, c'est-à-dire que le paysage ne peut être jamais, comme il dit, une juxtaposition. Un paysage ne peut pas être une succession de choses. Cette succession doit être ordonnée dans une forme de totalité qui est d'abord visuelle ou sonore. Il peut y avoir des paysages sonores, mais il y a toujours une sorte d'unité et de totalité qui va permettre à l'homme justement de maîtriser la nature. C'est pourquoi le paysage est toujours au fond
le symptôme d'une activité de contrôle de l'homme sur la nature. On l'avait déjà vu avec, au fond, l'idée que le paysage avait une origine aussi militaire. Donc cet acte de délimiter, d'extraire, de délimiter, d'autonomiser ce paysage, c'est un acte spirituel et même déjà esthétique. C'est-à-dire, c'est faire œuvre. Une œuvre, ça va être quelque chose qui a une unité, qui est composée, et même par le regard, au fond, l'homme déjà constitue des œuvres autour de lui, parce qu'il identifie des paysages, et son simple regard, au fond, fait du morceau de sol, pour reprendre l'expression de Simmel, une totalité. Sauf que, à présent, le paysage n'est pas encore tout à fait là. C'est-à-dire que le premier acte pour qu'il y ait cette naissance du paysage, c'est donc l'acte de découpage. On pourrait dire d'abstraction, c'est-à-dire de séparation. On sépare une partie d'un tout et on constitue cette partie en un tout. C'est ça, au fond, la logique de Simmel, qui est la logique même de la culture, qu'on retrouvait dans l'immensité des choses culturelles. On extrait de cette immensité une partie et on fait de cette partie un tout. Ça, c'est le premier moment, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'on a le tout que l'on a constitué, c'est-à-dire son paysage, mais il y a la totalité qui précède le paysage, à savoir la nature. Et pour Simmel, en fait, le paysage, c'est une autonomie du regard, etc. On constitue une unité, par exemple par le cadre du tableau, qui constitue une unité. C'est quelque chose d'autonome, qui constitue une nouvelle totalité, mais cette totalité, elle dialogue quand même avec la totalité qui la précède, à savoir le tout de la nature. Et pour Simmel, l'esthétique du paysage, elle est là. Elle est dans ce renvoi perpétuel entre la totalité du paysage et la totalité d'où est extrait le paysage, à savoir la nature. Au fond, c'est une dialectique entre la partie et le tout. Alors, le paysage, c'est une partie qui devient un tout, mais qui continue à dialoguer et à communiquer avec le tout dont elle s'est arrachée. Alors, cette dialectique du tout et des parties fait que tout paysage, tout en revendiquant son autonomie, revendique aussi une sorte de dialogue avec la nature ou avec l'environnement d'où il est extrait. Et on le voit même d'ailleurs dans l'environnement dans lequel on voit des paysages. Par exemple, un musée, etc. Bien évidemment, il y a le tableau qui représente une partie de la nature ou un paysage urbain, etc. Ou une photo, par exemple, qui présente un paysage urbain. Donc on a ce petit monde qui est dans le paysage que l'on voit. Or, ce petit monde, bien évidemment, il renvoie au grand monde dont il est un extrait, puisque la photographie ou la peinture représente une partie du vrai tout qui est la nature. Ici, par nature, il ne faut pas entendre forcément nature naturelle, c'est la nature au sens le cosmos, si on veut, ou l'univers. Donc en fait, jamais le paysage ne peut atteindre à l'autonomie complète. C'est-à-dire que le paysage, à la fois, revendique son autonomie, puisque c'est une œuvre unique, une œuvre séparée, une œuvre qui est délimitée, qui se présente comme une totalité, mais en même temps, c'est une totalité qui montre sa dépendance vis-à-vis de la première totalité dont elle est extraite, à savoir la nature. Alors, on voit ceci, par exemple, dans la deuxième citation que je vais lire. Quant au paysage, c'est justement sa délimitation, sa saisie dans un rayon visuel momentané ou bien durable, qui le définissent essentiellement. Sa base matérielle ou ses morceaux isolés peuvent toujours passer pour nature. J'ai dû oublier un tiré là. Représenté à titre de paysage, il revendique un être pour soi, éventuellement optique, donc cette autonomie, il revendique l'être pour soi, éventuellement esthétique, éventuellement atmosphérique, je parlerai de cette dimension-là. Bref, une singularité, un caractère l'arrachant à cette unité indivisible de la nature. Donc le paysage se délimite et revendique cette singularité, c'est-à-dire cette autonomie qui l'arrache à l'unité indivisible de la nature où chaque morceau ne peut être qu'un lieu de passage pour les forces universelles de l'être-là, de l'existence. Regarder un morceau de sol avec ce qu'il y a dessus comme un paysage, c'est considérer un extrait de la nature à son tour comme unité, ce qui s'éloigne complètement de la notion de nature. Donc au fond, pour qu'il y ait paysage, il faut qu'il y ait arrachement vis-à-vis de la nature, autonomie de ce morceau,
qui s'oppose d'ailleurs à la nature, puisque la nature n'est pas tout à fait une totalité, puisqu'elle est totalement ouverte, et en même temps, le paysage doit se lier à la nature. Le troisième point, je vais enchaîner avec la troisième citation, parce que ce processus-là d'extraction, d'autonomisation et de dialogue, vous voyez, on pourrait dire qu'il y a trois moments dans la naissance du paysage. D'abord, l'abstraction, donc la séparation. On pourrait dire, ça c'est la nature. Au fond, le paysage découpe un morceau dans la nature. Ce morceau est autonomisé. Donc, deuxième moment, l'autonomie. Ça devient une totalité. Par exemple, une œuvre, il n'y en a plus là, mais donc une représentation d'un paysage, il devient une autonomie. Donc, il est extrait de ce tout. Ici, c'est la nature, là, c'est le paysage. Et en même temps, donc ça, c'est le premier moment, le deuxième moment, et en même temps, le troisième, on peut dire, c'est la communication. Parce que même extrait de la totalité, il dialogue avec la totalité. Donc le troisième moment, c'est qu'au fond, la totalité séparée du paysage dialogue avec le tout de la nature. Ce mouvement-là, Simmel le repère aussi dans l'histoire de la modernité. Je vais citer le troisième extrait. On a souvent observé que le sentiment de la nature proprement dit ne s'est développé qu'à l'époque moderne, et on n'a pas manqué de l'attribuer au lyrisme de celle-ci, à son romantisme. C'est, je crois, quelque peu superficiel. Les religions d'époque plus primitive révèlent justement, à mes yeux, un sentiment très profond de la nature. Par contre, le goût du paysage, ce produit bien spécial, est venu tardivement, parce que sa création, justement, exigeait de s'arracher à ce sentiment unitaire de la grande nature. L'individualisation des formes de vie intérieures et extérieures, la dissolution des attaches et des relations originaires au profit de réalités autonomes à caractère différencié, ça c'est la modernité, vous voyez, la différenciation, l'autonomisation, la création des sphères spécialisées. Cette formule majeure de l'univers post-médiéval a permis aussi de découper le paysage dans la nature. Quoi d'étonnant si l'Antiquité ou le Moyen-Âge ignoraient le sentiment du paysage, l'objet lui-même ne connaissait pas encore cette détermination psychique ni cette transformation autonome dont le gain final fut confirmé par la naissance de la peinture de paysage et en quelque sorte capitalisé par elle. Donc historiquement, le paysage va être cette autonomisation, individualisation, qui correspond typiquement à l'esprit moderne, c'est-à-dire spécialisation, abstraction, séparation des sphères. Au fond, l'homme médiéval était encore dans ce sentiment diffus de la nature et de la religion, et encore plus, bien évidemment, l'homme des sociétés dites premières, donc ce sentiment du tout de la nature, alors que le paysage n'est pas le reflet d'un sentiment du tout de la nature. Le paysage, au fond, est le symptôme d'une attitude moderniste où on s'est arraché au tout de la nature, et on va constituer un nouveau tout, le paysage, comme une sorte de totalité substitutive à ce tout de la nature. On pourrait dire, par exemple, que les sociétés traditionnelles, en Nouvelle-Guinée, Papouasie ou en Amazonie, n'ont pas de culture du paysage. Parce qu'eux ont encore maintenu un sentiment religieux de la grande nature, de l'immersion dans la nature, mais ils n'ont pas fait ce mouvement d'abstraction, de distance vis-à-vis de la nature. C'est pourquoi, comme je l'ai indiqué, le paysage va être une compensation à la séparation entre la nature et l'homme, mais une compensation illusoire, puisque, au fond, elle est le produit même de l'abstraction. Le paysage, au fond, est une production technique moderne, comme la science, comme la technique, etc. Puisque, au fond, on retrouverait les mêmes caractéristiques du développement de la civilisation technique, abstraction, autonomisation, c'est-à-dire les sphères particulières, et ensuite communication entre ces sphères. Donc, l'Antiquité et le Moyen-Âge ignorent le sentiment du paysage parce que l'Antiquité et le Moyen-Âge ne sont pas encore soumis à ce processus culturel de spécialisation. Et comme, au fond, l'homme prémoderne ou moderne sent monter ce monde nouveau d'hyperspécialisation, de fragmentation de la nature en sphères spécialisées, il essaie de compenser cette hyperspécialisation
par un sentiment de la totalité de la nature, mais au fond, le paysage n'est pas ce sentiment de la totalité de la nature, parce que c'est justement un sentiment pris à une partie de la nature et non pas à son tout. Pour autant, la communication dont je parlais, le processus de constitution du paysage n'est pas tout à fait achevé. Car comment, ce qui intéresse Simmel, c'est de se demander comment cette nouvelle unité se produit. C'est-à-dire comment le paysage constitue quelque chose d'un et tout, une nouvelle totalité séparée de la totalité de la nature. Cela ne peut pas se faire simplement par un découpage visuel, ni pictural. Il y a quelque chose de plus dans le paysage que le fait d'isoler des choses par le regard ou par un tableau, par un cadre, et au fond de les regarder. Pourquoi ? Parce que le paysage est un plaisir. Le paysage est aussi un affect que l'homme prend à ce découpage. Donc le découpage du paysage n'est pas le découpage technique, n'est pas la spécialisation technique. La spécialisation technique aussi s'intéresse à un morceau de monde, et elle l'étudie et elle l'analyse par des lois, par des processus expérimentaux, etc. Mais le processus technique constitue aussi une sphère autonome. Il extrait de l'ensemble de la nature une sphère autonome, et puis ensuite il étudie cette sphère autonome. Mais le processus technique n'est pas le paysage. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de plus dans le paysage que l'abstraction, l'autonomie et la communication entre la totalité du paysage et la totalité, la grande nature, comme dit Simmel dans la citation précédente. C'est quelque chose de nouveau, c'est ce que Simmel appelle, et d'ailleurs le traducteur choisit de ne pas traduire, ce qu'il appelle Stimmung. Dans le texte, c'est la citation 4. Stimmung. C'est un terme allemand qui veut dire plusieurs choses. Et d'ailleurs, c'est étonnant que le traducteur ait choisi de ne pas traduire, parce qu'en fait, il fait une petite note. Dans cette note, il dit ceci. Stimmung, admettons que ce terme bien connu, mais intraduisible en français, évolue entre atmosphère et état d'âme. Alors, bon, c'est état d'âme, entre atmosphère et état d'âme. Donc, en fait, Stimmung, c'est un peu le mood anglais. Voilà, c'est l'humeur, c'est l'état d'âme, etc. Alors, bon, le traducteur choisit de ne pas traduire, ce qui est toujours très gênant quand même, parce que bon, est-ce que vraiment le terme est intraduisible ? C'est un terme que les Allemands utilisent tout le temps, et qui peut vouloir dire effectivement, c'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve, mais pas simplement comme un sentiment intérieur dans lequel on est plongé, dans lequel on est immergé dans une situation. Donc la Stimmung, c'est, on pourrait dire, l'ambiance, l'atmosphère ou l'humeur, si l'on veut. Mais si on entend par humeur, non pas quelque chose qui serait réduit simplement à mes humeurs privées, mais quelque chose qui semble m'envelopper dans un lieu. Donc ce serait une humeur qui serait spatialisée, si on veut. Alors, Stimmung, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en allemand, ça vient de la racine Stimme, qui peut vouloir dire deux choses, la voix et aussi l'accord, la concordance. Or, c'est précisément ce qu'entend ici Simmel. C'est-à-dire que la Stimmung, alors, littéralement, c'est d'abord un affect, c'est une émotion, la Stimmung. C'est une humeur plaisante ou déplaisante, mélancolique, joyeuse, hostile, inquiétante, peu importe. Donc c'est un sentiment qui est comme une sorte de voix, de résonance, quelque chose d'un peu indéfinissable, et qui implique aussi un accord entre soi et le monde. Dans un état de Stimmung, il y a un sentiment, on peut dire, d'harmonie entre soi et le lieu dans lequel on est. Et d'ailleurs, très souvent, en allemand, Stimmung veut dire ça veut dire, au fond, c'est le fait de bien se sentir dans un moment, dans un lieu, etc. Alors, Simmel, lui, va faire jouer, je dirais, la tonalité de la concorde, de l'accord. Parce que le paysage, au fond, ce que le paysage exprime, ce n'est pas simplement cette autonomisation, c'est aussi la concordance, la résonance entre l'homme qui regarde le paysage et le paysage. Il y a quelque chose qui va vibrer entre le paysage et lui,
et qui va réunifier l'homme dans le paysage. Au fond, la Stimmung, ça va être l'affect spécifique de la contemplation du paysage, qui va créer comme une sorte d'union, de communication, voire même d'harmonie entre l'homme et le paysage, et qui va réconcilier, là encore, l'homme et l'environnement. Mais vous voyez qu'il ne va pas réconcilier l'homme et la nature, qu'il va réconcilier l'homme et l'environnement représentés dans le paysage. Alors, je cite ici Simmel en lisant le 4e extrait. Le paysage, disons-nous, naît à partir du moment où des phénomènes naturels juxtaposés sur le sol terrestre sont regroupés par un mode particulier d'unité, différente de celle que peuvent embrasser dans leur champ de vision le savant et sa pensée causale, l'adorateur de la nature et son sentiment religieux, le laboureur ou le stratège et leur orientation finalisée. Donc bien évidemment, les hommes peuvent unifier leur environnement, mais en fonction d'intérêts qui ne sont pas des intérêts esthétiques. Ici, ça peut être le laboureur, le savant, si par exemple un géographe ou un géologue qui s'intéresse à un paysage du point de vue géologique, l'adorateur de la nature, donc ça peut être pas, un écologiste, deep ecology par exemple, qui adore la nature, etc., qui est dans un sentiment comme ça de fusion avec la nature. Mais le paysage, enfin, l'attitude du paysage n'est pas encore là. L'attitude du paysage est une attitude spécifique. Le support majeur, le support majeur de cette unité est sans doute ce qu'on appelle la Stimmung du paysage. La Stimmung du paysage. Chez un homme, nous entendons sous ce mot l'unité qui colore constamment ou actuellement la totalité de ses contenus psychiques, unité qui ne constitue rien de singulier en soi, ni même n'adhère, dans beaucoup de cas, à quelques singuliers aisément indicables, enfin, quelques vécus singuliers aisément indicables, mais qui néanmoins représentent le général où se rencontrent maintenant toutes ces particularités. Alors ce que veut dire ici Simmel, c'est qu'habituellement, par Stimmung, on entend l'unité des humeurs. C'est-à-dire qu'au fond, quand on est triste, la tristesse n'est pas un vécu particulier, singulier, mais elle baigne tout notre corps, notre esprit, dans une sorte d'humeur générale qui est la tristesse. Donc en fait, quand on est dans une Stimmung de tristesse ou de joie, on ne peut pas isoler un état singulier qui provoquerait cette joie ou cette tristesse. On ne peut pas dire « je suis triste à cause de ceci » ou « à cause de cela ». Donc cette unité ne peut pas être une unité liée à un cas singulier. C'est une sorte d'unité générale qui englobe tout mon état d'esprit, toute la manière dont je me sens. Alors, ce que dit Simmel, c'est qu'habituellement, on emploie ce terme de Stimmung justement pour les humeurs. Et c'est comme ça qu'on distinguerait une Stimmung, par exemple, d'un Gefühl, d'un sentiment. Un sentiment serait toujours singulier. C'est-à-dire un sentiment, c'est-à-dire j'aime ceci, je déteste cela, je suis en colère contre ceci, j'apprécie cela, etc. C'est toujours un sentiment particulier lié à un objet. Alors que la Stimmung n'a pas d'objet. C'est pour ça qu'elle n'est pas liée à quelque chose de singulier, elle flotte de manière générale. Ça, c'est la Stimmung, on pourrait dire, comme vécu psychique. Mais justement, ce que va faire Simmel, il va dire, ce qu'il appelle Stimmung n'est pas un vécu psychique. Ce qu'il appelle Stimmung, c'est justement un affect qui ne me concerne plus moi, qui concerne la relation que j'ai avec le paysage et même avec l'environnement. Or, il en va de même pour la Stimmung du paysage. Elle pénètre tous les détails de celui-ci, sans qu'on puisse rendre un seul d'entre eux responsable d'elle. Chacun participe d'une façon mal définissable, mais n'existe pas plus extérieurement à ses apports qu'elle ne se compose de leur somme. Donc la Stimmung d'un paysage, au fond, dans un paysage, on avait vu des paysages de Patinir lors de la dernière séance, mais évidemment, ce que je ressens lorsque je vois ce paysage n'est pas lié à tel ou tel détail de ce tableau. De même que la Stimmung psychique n'est pas liée à tel ou tel vécu en particulier, la Stimmung du paysage n'est pas liée à tel ou tel détail du tableau, mais la Stimmung, au fond, c'est cette capacité d'unifier toutes les parties dans une totalité qui n'est pas une somme. Donc c'est pas ceci plus cela, c'est une sorte de totalité qui n'est pas additive, qui n'est pas agrégative, et qui est une sorte de totalité qui flotte au-dessus de toutes les parties et qui les unifie. Et ça, dans un paysage, Simmel voit cette Stimmung, c'est-à-dire tout paysage possède cette unité flottante qui
intègre tous les détails dans une humeur, paysage mélancolique, paysage joyeux, etc. D'ailleurs, l'un des premiers textes intéressants sur la notion justement de Stimmung, etc., c'est un texte de Geiger, qui est un psychologue allemand. Et vous aviez aussi Kurt Lewin, un autre psychologue allemand, et il s'était intéressé, par exemple, aux champs de bataille, et à la représentation des champs de bataille après la Première Guerre mondiale. Et bien évidemment, la Stimmung des champs de bataille était une Stimmung plus que triste, enfin accablée, etc. Et donc ils avaient essayé d'analyser la manière dont les gens regardaient ces photographies de champs de bataille et les effets que cela faisait sur eux. Donc la Stimmung du pays... Alors bien évidemment, dans un champ de bataille, ce qui provoque la Stimmung, je ne sais pas, à Douaumont ou à Verdun, c'est pas forcément les barbelés, les trous dans la terre, les corps qui seraient encore là, immobiles, ou le ciel gris, etc. C'est pas un détail plus un détail plus un détail, c'est une sorte de tonalité qui unifie l'ensemble dans une Stimmung qui est par exemple le sentiment de désolation pour le paysage de bataille. Alors après, bien évidemment, il y a différents facteurs. Ça dépend si cette bataille est décisive pour la guerre, etc. Peut-être que certains n'auront pas ce sentiment de désolation, etc. Il y a d'autres facteurs. Mais en tout cas, la Stimmung, c'est une sorte d'unification atmosphérique. Le terme que Simmel avait employé. C'est pas une unité. L'unité du paysage n'est pas une unité de composition. C'est pas une unité plastique, je dirais. L'unité, ce qui unifie un paysage, ne relève pas de technique plastique. Ce qui unifie un paysage, c'est la capacité que le paysage a de dégager cette air, cette atmosphère particulière qui va unifier le paysage et qui va en faire justement un paysage. Et pour Simmel, au fond, la spécificité du paysage en tant que paysage esthétique, et pour lui, il n'est qu'esthétique, elle est là. C'est-à-dire, en fond, ce qui distingue, même si le paysage est le produit de la spécialisation, ce qui distingue, au fond, la sphère autonome du paysage des autres sphères, par exemple la technique, la science, la religion, l'économie, etc., c'est que dans le rapport que l'homme a avec le paysage est un rapport de concordance, d'accord, de Stimmung, d'unité atmosphérique. Alors que, bien évidemment, les autres sphères sont des sphères où la distance joue. Ou par exemple, dans la sphère scientifique, cette distance va être manifestée par la neutralité et l'objectivité du savant par rapport au domaine d'objet qu'il étudie, etc. Chez l'économiste, pareil. Alors que l'attitude du paysage, c'est le produit d'une séparation, mais en même temps, l'affect du paysage essaie d'effacer la séparation. C'est-à-dire que l'attitude que l'on a face au paysage, c'est de vouloir justement se réconcilier avec le monde. Et si le paysage est le produit d'une spécialisation, c'est une spécialisation qui s'efface, qui laisse ouverte la possibilité d'une communication, voire d'une communion entre le spectateur et ce qu'il voit. Et cette communion, elle est déjà dans le paysage. C'est-à-dire que la Stimmung n'est pas que la relation entre l'homme et le paysage. La Stimmung est déjà ce qui unifie tous les éléments du paysage entre eux. Et comme il y a cette unité, on pourrait dire, interne du paysage, elle se répercute dans la communion entre le spectateur et le paysage. Alors, dernier point, pour Simmel, cette Stimmung d'unité, de réconciliation avec l'environnement, n'est pas la seule pour les temps modernes. Il y a une autre possibilité qui est la religion. Puisqu'on l'a vu, quand il a parlé d'un sentiment religieux de la grande nature, il parlait bien évidemment plutôt des religions païennes et des religions prémodernes, où il y aurait ce sentiment d'unité. Lévi-Bruhl, qui était un ethnologue français, parlait de participation, où l'homme participe à l'univers qui est autour de lui et il n'a pas cette distance d'objectivation au fond, le regard moderne va développer sous l'aspect de la relation technique, scientifique, économique et autres. Il est dans une résonance, comme dirait Rosa. C'est-à-dire, il résonne totalement avec l'univers qui l'entoure, même s'il sélectionne, parce que bien évidemment, il y a une logique de la sélection, qui est la logique totémiste. Il va sélectionner entre les choses de son environnement naturel, les animaux, les arbres, les plantes, et il va reconstituer,
un autre Lévi, pas Lévi-Bruhl, mais Lévi-Strauss appelait une pensée sauvage, c'est-à-dire des structures logiques. Il va reconstituer une sorte de monde causal et logique, mais à partir d'éléments de son environnement. Par exemple, il va identifier des animaux avec certaines propriétés de sa lignée matrimoniale, et donc, ça c'est le totémisme, ou pour les plantes, il va utiliser certaines plantes parce que ces plantes sont liées à des totems, à des animaux donc fétiches, qui sont liées elles-mêmes à des lieux où elles ont été prélevées, etc. Donc il y a toute une organisation. Mais en dépit ou grâce à cette organisation, il y a quand même un sentiment d'unité. Il y a une Stimmung, on pourrait dire, qui n'est pas une Stimmung paysagère. C'est-à-dire il y a un sentiment de concordance, de vibration, de résonance entre l'homme et son environnement. Pour la modernité, est-ce que le paysage est le seul moment ou la seule expérience que l'homme ferait de ce sentiment de résonance avec son environnement, ou est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités? Alors, Rosa, d'ailleurs, dans Résonance, lui voit ce qu'il appelle des axes de résonance, on peut dire des sphères de résonance, d'ailleurs il emploie lui-même le vocabulaire de Simmel. Il voit par exemple le sport, c'est-à-dire des pratiques sportives d'accord avec l'environnement, alors pas dans des sports de plein air, d'exploration ou autres, où il y aurait une résonance entre le corps et l'environnement. Il voit bien évidemment dans les pratiques artistiques. Alors visiblement Rosa est plutôt un grand fan de hard rock, parce que tous les exemples qu'il donne, c'est que des grands concerts de groupes de hard rock où pour lui il y aurait là des expériences de résonance, etc. La religion, mais quelle religion? Parce que bien évidemment, les religions monothéistes sont plutôt des religions de la verticalité, où l'accord avec l'environnement immédiat n'est pas évident, même si j'avais indiqué que dans le catholicisme, notamment chez les franciscains, on pourrait retrouver parfois ce sentiment d'harmonie. Alors pour Simmel, le paysage est le seul lieu de cette Stimmung. En fait, il envisage plusieurs possibilités à la fin du texte, mais en disant, au fond, le paysage est la seule expérience moderne d'une tentative de réconciliation de l'homme et de son environnement hyper technicisé. Et qui plus est, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Simmel ne parle que du paysage naturel. Enfin, les exemples qu'il donne sont des paysages traditionnels, c'est-à-dire encore de la fin du XIXe siècle, je ne sais pas, comme j'avais déjà cité l'école de Barbizon, donc des vues de la forêt de Fontainebleau, par exemple, comme ça. Mais bien évidemment, le XXe siècle, et dès le XIXe siècle, a produit d'autres types de paysages, les paysages urbains, les paysages même périurbains, etc. D'ailleurs, je consacrerai une séance à cet objet-là, parce que beaucoup s'interrogent, est-ce que ce sont des paysages, est-ce que ce ne sont pas des paysages, etc. Mais de fait, même si on prend à la lettre la thèse de Simmel, d'une réconciliation passagère, parce qu'au fond, sa thèse, qu'il n'y a pas véritablement de réconciliation, parce qu'elle n'est que dans une sphère spécialisée, mais même dans ce cas-là, bien évidemment, la réconciliation serait d'autant plus forte que les paysages que l'on goûterait, que l'on apprécierait, ne seraient plus des paysages naturels, mais de l'univers spécialisé et technologique, justement, qui nous a séparés de l'environnement. Si la science, la technologie et la production industrielle ont creusé cette tragédie de la culture, ont creusé l'écart entre l'homme et son environnement, alors est-ce que le paysage industriel pourrait être une manière de réconcilier l'homme avec son environnement? En tout cas, Simmel évoque assez peu ce type de paysage-là, mais on pourrait très bien penser à ces types-là dans la production. Par exemple, vous avez un couple de photographes allemands, Bernd et Hilda Becher, qui ont fait tout un travail de photographie de lieux industriels abandonnés, de châteaux d'eau, de silos dans les campagnes, etc. Et bon, c'est une des grandes œuvres de la deuxième partie du XXe siècle. Et là, il y a tout un nouveau paysage industriel, voire post-industriel, puisque certains sont abandonnés, qui provoque quand même un plaisir esthétique, donc dans la manière dont on va les ressentir. Donc en fait, la Stimmung, on pourrait dire, est toujours un rapport entre le sujet et l'objet. L'objet, donc, c'est le paysage,
Le sujet, c'est le spectateur. L'atmosphère ou la Stimmung va être en quelque sorte une réconciliation de l'objet et du sujet. Dernier point, chez Simmel, en fait, c'est le sujet qui projette dans l'objet cette unité, cette Stimmung. En fait, à la fin du texte, il dit clairement que cette unité, cette concorde, cette totalisation atmosphérique, elle n'est pas véritablement dans le paysage. Il y a dans le paysage objectif. En fait, c'est l'homme qui la constitue, d'abord en tant qu'il compose le paysage, soit il le compose directement, c'est-à-dire géographiquement, en aménageant le territoire, en le modelant en fonction de ses valeurs culturelles, peut-être aussi de valeurs esthétiques. Il la compose, bien évidemment, en la prenant en photo, ou en la peignant, ou en la décrivant littérairement, et puis il la compose lorsqu'il la contemple. Donc il y a 3 compositions, on pourrait dire. Il y a le paysage qui est composé par l'homme qui transforme la terre, ou la ville. Il y a le paysage qui est composé par le photographe, le peintre, celui qui prend le son en paysage urbain sonore, ou l'écrivain qui va décrire un paysage. Et puis il y a la composition, la 3e composition, c'est le spectateur qui, lui, recompose tout cela. Et ce que nous dit Simmel à la fin, c'est qu'au fond, l'unité atmosphérique, cette Stimmung, cette concorde, cette résonance, en fait, elle n'est jamais dans l'objet. L'activité du paysage, c'est donc une projection de l'unité psychique de l'homme dans le paysage. En fait, c'est l'homme qui, parce qu'il veut, d'une certaine manière, maintenir une harmonie, va projeter sa propre résonance corporelle psychique dans le monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, il n'y a pas véritablement de communication. Il n'y a pas véritablement d'harmonie entre l'environnement et l'homme, puisque c'est l'homme qui, comme dans sa théorie de la culture, on l'avait vu, la culture c'est quoi? C'est l'objectivation du subjectif. C'est-à-dire, on objective dans la matière des valeurs, des significations, des intérêts, des besoins, des désirs, etc. Donc notre culture, c'est quoi? C'est les hommes qui, dès le départ, ont objectivé, c'est-à-dire qu'ont projeté dans l'extériorité spatiale et temporelle des buts. Et d'ailleurs, on le voit bien en paléontologie, et les hommes ne sont plus là, il nous reste quoi? Des fossiles, des objets, etc. Donc nous, on recompose ce que ces hommes pensaient, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils imaginaient à travers ces objets-là, parce qu'ils ont objectivé dans ces objets leurs propres passions, leurs propres désirs, leurs propres intérêts. Donc bien évidemment, la culture, c'est une objectivation du subjectif. C'est-à-dire qu'au fond, les hommes ont une vie spirituelle, affective, etc. Et ils ont façonné des objets utilitaires, des objets quotidiens, mais aussi ils ont construit des vies, ils ont construit des routes, ils ont aménagé des espaces en fonction de leur représentation, de leur but, etc. Ce qui fait que, bien évidemment, des sphères de civilisation se dégagent, on voit que tous n'ont pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes besoins, les mêmes attraits, etc. Donc la culture, au fond, il n'y a pas de culture objective. La culture ne peut être que cette objectivation du subjectif, et on avait vu que la véritable culture est aussi la subjectivation de l'objectif. C'est-à-dire que la culture, ce n'est pas simplement de projeter dans des objets des significations, c'est aussi être capable de se réapproprier ces significations dans la lecture, dans l'usage, etc. La culture était un circuit. Vous vous rappelez cette thèse de Simmel que j'avais développée lors de la séance précédente? Il y a culture lorsqu'il y a justement ce dialogue entre l'objectivation du subjectif et la subjectivation de l'objectif. La subjectivation de l'objectif, c'est le fait que, justement, on voit des objets, on voit bien d'ailleurs dans l'apprentissage d'un enfant, l'enfant, il est immergé autour d'objets, et qu'est-ce qu'il fait? Il apprend les significations qui sont incarnées dans ces objets. On lui dit, ceci c'est pour faire cela, fais attention, ceci ça coupe, ceci, cela. Donc au fond, l'enfant, il va subjectiver de l'objectif. Autour de lui, il n'y a que des objets quasiment produits par les hommes, qui ont des significations très particulières, utilitaires ou autres. Et bien évidemment, soit il va apprendre par lui-même en utilisant ces objets et leurs significations, soit on va lui dire, cet objet, c'est fait pour ceci, c'est fait en vue de cela, etc. Et donc, il va incorporer cette signification qui a été produite par d'autres dans sa mémoire, dans son corps, et ensuite, il va savoir ce que c'est. Husserl, qui était un philosophe allemand sur lequel j'ai fait ma thèse, donne un exemple assez fameux lorsque l'enfant comprend
comment des ciseaux fonctionnent. Donc il dit c'est une sorte presque d'illumination. Parce que bien évidemment, l'enfant peut avoir vu avant une paire de ciseaux, il peut avoir vu, par exemple, des couteaux, il peut avoir vu des cutters, etc. Et puis tout d'un coup, bon, il est face à une paire de ciseaux, et puis bien évidemment, le premier réflexe des parents, c'est de dire, bon, fais attention, tu peux te couper, etc. Et on lui montre comment ça fonctionne. Mais dès qu'il a compris le fonctionnement, ça y est, il a intégré la signification. D'abord la signification du fait de couper, mais aussi la signification de l'usage ergonomique. Comment on l'utilise? Utiliser une paire de ciseaux, c'est pas utiliser un cutter qui n'est pas utiliser un couteau, etc. Donc là, tout d'un coup, l'incorporation est immédiate. Il a compris la signification et maintenant, il a appris avec le ciseau, mais quand il verra un ciseau et quand il verra un petit ciseau, par exemple, pour les ongles ou un sécateur, etc., il aura compris le même fonctionnement parce qu'il a intégré le schéma général du fonctionnement des ciseaux. En fait, il a subjectivé l'objectif, ce qui était objectif, l'objet, avec sa signification, il s'est réapproprié la signification qui était dans l'objet pour la faire sienne, et maintenant il l'a comprise. C'est ça comprendre. Comprendre, c'est comprendre les significations que les autres ont déposées dans les objets, dans les livres, dans les textes, dans les bâtiments autour de nous. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit, pour Simmel, la grande difficulté, c'est que, au temps moderne, en raison de l'hyperproduction des objets et de l'hyperspécialisation des objets, il y a deux problèmes. Un, les hommes ne produisent plus vraiment les objets, ce ne sont plus eux qui produisent leurs objets, mais d'autres. Rares sont les hommes qui produisent leur propre environnement, ils ne construisent pas leur maison, ne construisent pas leurs objets, ils vont les acheter, ou ils vont le faire par d'autres. Donc déjà, la modernité se caractérise par le fait que l'objectivation du subjectif n'est plus véritablement l'objectivation de mon subjectif. Ce qui est objectivé, ce n'est pas mes intentions à moi. Et deuxièmement, la grande difficulté, c'est que la subjectivation de l'objectif est rendue difficile en raison de la pléthore d'objets produits, d'objets nouveaux et d'objets hyper spécialisés, ce qui fait que je ne peux plus m'incorporer la somme des objets. Et c'est ce que Simmel appelle tragédie de la culture, qui est, au fond, si la culture est ce dialogue permanent entre objectivation du subjectif, subjectivation de l'objectif, la modernité rompt ce circuit de concorde, d'accord, puisque l'objectivation des objets n'est plus faite par les individus, mais par une production industrielle, dont les individus ne sont qu'un rouage et qu'ils ne décident pas, ou très peu. Peut-être l'ingénieur, et encore, lui-même doit faire face à des normes ergonomiques, économiques, bureaucratiques ou autres. Et deuxièmement, face à un univers depuis 2 siècles d'une hyperproduction d'objets sans cesse plus complexes, sans cesse renouvelés, etc., nous n'avons ni le temps ni la capacité d'incorporer, de subjectiver ces significations objectives. D'où tragédie de la culture. Et bien évidemment, le paysage, dans ce cas-là, la Stimmung, ne vaut que... Il n'y a pas de Stimmung générale. C'est-à-dire que la Stimmung ne peut pas être un élément de la réconciliation entre le sujet et les objets. La Stimmung, ce n'est rien d'autre. Au fond, dit Simmel, comme l'homme pressent cet écart croissant entre un environnement qui devient de plus en plus étranger et lui-même, il crée une sorte de compensation imaginaire. Il fait comme s'il se réappropriait son environnement par le paysage. Et donc il projette dans cette juxtaposition hétéroclite d'objets une certaine unité et il entre en accord avec cette unité. Donc il se réapproprie au fond cette petite unité esthétique du paysage. Là, il peut avoir un accord avec elle, sauf que c'est lui qui produit cet accord, car objectivement, le monde ne peut pas produire cette unité. Donc en fait, c'est lui-même qui prend sur lui le chaos du monde, qui prend sur lui la production chaotique de toutes les choses, qui le dépasse, qui devient une sorte d'illimité. Les Grecs appelaient ça apeiron. Le sans limite, l'illimité, c'était la chose la plus terrible pour eux. Donc l'homme, face à cet apeiron, cette production illimitée de choses, d'informations, de sollicitations ou autres, ne peut plus les contrôler. Et donc le goût du paysage, ou la naissance moderne du paysage, serait en fait une compensation illusoire de cette absence de contrôle sur son environnement, où l'homme croit et jouit d'un contrôle illusoire, qui est cette Stimmung de l'unité. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est lui qui a projeté cette humeur,
pas de tumeur, cette humeur unitaire dans les objets. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, parce que de toute façon, j'ai parlé 1 heure. Et la prochaine séance, vers le 20 janvier, je pense que je reprendrai. Je la consacrerai à Joachim Ritter, qui est en fait un autre philosophe allemand et qui écrit un très beau livre qui s'appelle Paysage, fonction de l'esthétique dans la société moderne. Et Ritter va aller beaucoup plus loin que Simmel dans cette analyse moderne du paysage, dont le rôle que le paysage a joué dans la naissance de la conscience moderne. Et lui, je pense que la grande différence entre Ritter et Simmel, c'est que Ritter ne voit même plus la Stimmung unifiante. C'est-à-dire que pour lui, le paysage va presque devenir une sorte de tentative de contrôle de l'espace qui nous entoure, sans qu'il n'y ait même plus, au fond, cette unité affective. Au fond, Ritter va identifier quasiment le paysage à la théorie, c'est-à-dire un regard de contrôle et de maîtrise sur son environnement, que critiquera, on le verra lorsqu'on s'intéressera au paysage chinois, Julien, qui lui, justement, va présenter le paysage asiatique, justement, comme un paysage d'abandon et non pas de maîtrise et de contrôle. Mais la semaine prochaine, enfin non, lors de la séance prochaine, donc en janvier, je m'intéresserai à Ritter parce que non seulement il cite Simmel, il poursuit. Donc Ritter, c'est un philosophe contemporain, donc je pense qu'il. Le titre, s'il vous plaît. Oh, c'est paysage. Ouais. Fonction de l'esthétique dans la société moderne. Chez qui? Les éditions de l'imprimeur. Les éditions de l'imprimeur. Oui, Ritter va reprendre les thèses de Simmel et va presque les radicaliser dans un sens, au fond, comme si le paysage était un produit technoscientifique comme les autres, et comme si la compensation affective et esthétique de la Stimmung n'existait même plus. Au fond, Simmel dit que l'homme du paysage, c'est-à-dire le spectateur du paysage, vit véritablement quand même cette unité, alors que pour Ritter, on a l'impression qu'il ne la vit même plus, c'est-à-dire que la compensation est totalement vidée de son sens, et qu'il n'est même plus capable de prendre sur lui le chaos et de projeter cette unité dans le monde. Au fond, que ce travail-là n'est même plus possible dans les temps modernes. Mais on verra ça donc lors de la prochaine séance, mais j'ouvre tout de suite le temps de la discussion. Si vous avez des questions, des remarques à faire à partir des citations de Simmel